Et bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com. Et oui, dans cette vidéo, on va parler de la blockchain, du bitcoin, des crypto-monnaies, de tout ça quoi. Je te rassure d'entrée de jeu, je ne suis pas un professionnel de la crypto-monnaie, mais j'ai des connaissances. Je veux que tu saches aussi que récemment, j'ai fait un podcast sur Satoshi Nakamoto, tu as tous les liens dans la description, et cette trilogie m'a permis déjà de mieux comprendre quelque chose que j'avais déjà compris, mais d'aller plus profond, et ça me permet aujourd'hui de te présenter cette modeste formation gratuite qui restera une vidéo anecdotique sur la chaîne. Autre élément important que je veux que tu saches. Je me forme personnellement chez François Denis, riche à 30 ans, mais attention, j'ai pris sa formation, je n'ai pas encore eu le temps de la voir. S'il regarde cette vidéo, désolé, je vais la regarder et j'ai encore des choses à apprendre, j'en ai quand même conscience. Autre élément important, oui, j'ai investi dans les bitcoins et oui, on va en parler dans cette vidéo. Dernier point, après avant qu'on se lance, la vidéo elle est construite donc sur une base de formation. En dessous, tu as des chapitrages et tu peux aller directement au chapitre qui t'intéresse. Certains vont vouloir comprendre le bitcoin, d'autres non parce qu'ils savent déjà ce que c'est et tu peux zapper toute la partie explication et formation. Vers la fin, tu vas avoir la partie comment moi je te conseille d'investir dans le bitcoin et je réponds donc à la question de mon abonné, quelle est la meilleure manière d'investir dans les crypto-monnaies pour limiter son risque. Je te présente juste une stratégie qui correspond plus ou moins à celle que j'ai employée pour investir dans le bitcoin. Enfin, je veux que tu saches que donc, cette vidéo va te permettre d'investir dans des actifs financiers qui représentent plus ou moins de l'argent d'une certaine manière, même si j'ai conscience que c'est des francs, mais je trouve que ça représente assez bien le bitcoin. Rappelle-toi de ce billet, on va l'utiliser pendant la vidéo. Et je veux que tu saches que malgré tout ce que je t'enseigne ici, tout ce que tu vas apprendre ne suffira pas, ni pour faire de toi un investisseur chevronné ou un investisseur capable d'investir. Je t'apprends des choses, à toi de faire la fin du travail de ton côté pour te mettre dans une bonne position pour placer ton argent. On est bien d'accord. Toutes les petites formations gratuites que tu trouves sur ma chaîne, ça n'est que le premier pas vers l'objectif qui est d'investir. Il reste du travail personnel à fournir. J'espère que tu l'as noté dans un coin de ta tête. On ne reste pas ici parce qu'on a tout de suite besoin du tableau pour parler de la crypto-monnaie, du bitcoin, etc. On commence par le début et on y va, toi et moi, c'est parti. Allez, on attaque donc tout de suite le bitcoin avec Satoshi Nakamoto. Alors Satoshi Nakamoto, c'est l'inventeur du bitcoin, mais en réalité, pour te poser le contexte et pour que tu comprennes bien le fonctionnement du bitcoin, moi je vais commencer par son origine totale. Parce que vraiment, c'est important pour moi. Je fais partie de ceux qui croient que le bitcoin est avant tout une philosophie et même, je vais aller plus loin que ça, un contre-pouvoir. Et si tu comprends bien son origine, tu vas bien comprendre de quoi il est question. Donc en 2008, je pense que tu t'en rappelles, il y a eu une crise qui est issue de mon univers à moi, c'est une crise immobilière. Et rapidement, juste pour te resituer dans le cadre de cette crise c'est quoi? Ça n'est ni plus ni moins qu'en fait la financiarisation des crédits immobiliers. Donc en gros, c'est quoi? C'est le monde de Wall Street, la finance, qui va venir s'emparer du marché immobilier puisque le marché immobilier était en fait, je vais le mettre d'une autre couleur, était en fait un secteur avec une croissance assez linéaire et ils se sont rendus compte que comme ce marché était assez stable et que d'année en année, eh bien en fait ça c'était la valeur et ça c'était les années, comme ils constataient que d'année en année ça montait de façon très régulière, ils se sont dit on va tout simplement accrocher à ce marché des produits financiers un peu avancés et on va venir le dumper, lui permettre d'exploser et d'amasser le maximum. Ça a consisté en quoi? Très simplement, on a donné de l'argent, on a prêté de l'argent à des gens qui n'avaient pas les moyens. En gros, on avait un marché qui était comme ça, on avait une part de marché qui était à peu près comme ça. Ici, on avait les gens qui ne pouvaient pas avoir de crédit parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Et ici, on avait les gens qui étaient finançables et qui, eux, avaient l'argent pour acheter. Et on a essayé de donner à ces gens-là de l'argent pour venir grignoter des parts de marché sur cette partie-là et donc avoir un marché qui s'agrandit. Et du coup, il y a eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la bulle, alors avec mon pull, j'ai du mal, c'est pour ça que j'ai des problèmes. Il y a eu les problèmes que tu as connus à l'époque, c'est-à-dire que du coup, la bulle a fini par exploser. Il y a eu trop de liquidités qui sont arrivées, les prix sont montés trop haut et ça a pété. Okay? Donc, comment ça a fonctionné au final? En fait, on a une poignée de personnes
d'accord, qui a décidé pour une masse de personnes. Ça, c'est le premier point le plus important. Et c'est un point qui est récurrent. Donc, pour ça, avant qu'on avance sur le Bitcoin, moi, j'ai besoin que tu comprennes le système bancaire. Donc, je vais te l'expliquer tout de suite. Si j'y arrive avec mon pull qui me pose des problèmes, désolé pour ce petit contretemps. Donc, tu vas comprendre. Le marché, actuellement, sur lequel on se trouve tous, il est constitué de telle manière. Donc, on va créer ici un trait. Ici, on va avoir l'État, les États, parce qu'il n'y a pas qu'un seul État, je parle de tous les États en général, qui contrôlent, entre autres, les banques centrales. La banque centrale, donc par exemple, dans le cadre des États-Unis, c'est la Fed, Federal Reserve of je sais pas quoi, et la BCE, la Banque Centrale Européenne. Bon, juste pour te donner ces deux exemples, mais globalement, ça marche à peu près partout pareil. Cette banque, elle va imposer des règles de l'autre côté. D'un côté, donc tu as ici ce qu'on va appeler les banques commerciales, tu as aussi les banques d'affaires et puis tu as les banques privées. Alors très souvent d'ailleurs, j'aurais pas dû faire ça comme ça, on va faire banque privée ici et banque d'affaires ici. On va dire que les banques d'affaires, on va tirer un trait là, elles sont un petit peu à part. Et les banques centrales et les banques privées, c'est très souvent les banques commerciales qui dans leur groupe ont une banque privée. La BCE, elle a ce qu'on appelle un Euribor. Okay, et elle a des liquidités qu'elle injecte avec des conditions de prêt qu'elle va donner à ces banques-là. Et en bout de chaîne, il y a nous, ici, qui, en fonction de notre banque, récupérons l'argent. Alors récupérer entre grandes guillemets, mais en gros, ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est le schéma classique pour accéder à l'argent. Et dès qu'ici que la banque, elle fait un prêt, mais en réalité, ce prêt, il est calqué sur les conditions qui ont été données par la Banque centrale, elle-même, accords qui ont été pris communément entre les États et les banquiers qui dirigent. C'est pour ça que tu retrouves parfois des figures politiques qui dirigent la BCE ou qui vont diriger les banques centrales. Bon, après, c'est important de comprendre que c'est censé être des organismes indépendants, mais croire l'inverse, c'est aussi une utopie, donc on ne va pas rentrer dans ce débat. Les banques d'affaires, elles sont un peu à part, donc c'est pour ça que je les ai mis à part, on avait des parenthèses, c'est autre chose, mais voilà, globalement, elles ont un mode de fonctionnement plus particulier, donc on va dire qu'elles ne fonctionnent pas vraiment comme ça, mais ce n'est pas le propos. Une fois que tu as récupéré ton prêt, tu récupères ici ton argent, j'allais écrire Bitcoin, mais on va mettre euro, d'accord? Et une fois que tu as ton argent, ben après tu le dépenses comme tu as envie. Le souci, il se passe de ce côté-là. Il est très simple, c'est qu'en fait les États et les banques ont deux manières de mettre l'argent dans l'économie, et ça je dois aussi te le préciser. Première solution, donc bien évidemment, c'est d'avoir une relation avec des clients. Deuxième solution, on va le faire d'une autre couleur, la bourse. Parce que tu n'es pas sans savoir aujourd'hui que les banques tradent, jouent, investissent, tout ça dans le même panier, sur les marchés financiers. Et pour ces banques-là, l'argent qui vient d'ici et qui est distribué entre les particuliers et la bourse, c'est aussi un arbitrage. Comprends qu'ils font aussi le choix de se dire j'ai plus intérêt en ce moment de prêter à des particuliers et où j'ai plus intérêt en ce moment de placer mon argent en bourse. C'est un petit peu ce qui s'est passé au Covid. À un moment donné, les banquiers avaient moins intérêt de prêter de l'argent aux gens et plus d'intérêt de placer l'argent en bourse. Donc en gros, ça c'était le schéma classique, le schéma où finalement, si on devait résumer le schéma, on a une banque, on a ici un client, on a ici un autre client, et en fait, tout va être centralisé par la banque, et du coup, toi, en tant que client, tu dois respecter les horaires de la banque, tu dois respecter les contraintes de la banque, tu dois respecter les règles de la banque. Bref, comme tout passe par la banque, c'est un peu une espèce de monopole. Et l'argent qui est censé t'appartenir, en définitive, il est régi par cet organisme qui est au milieu et qui pose problème. Et comme en 2008, il y a eu cette fameuse crise et que ça a révélé au monde une réalité qui était connue déjà, mais qui là a été très violente parce qu'en fait, la crise de 2008, elle a un aspect très singulier à mon sens par justement l'immobilier. Ça a été une grave erreur des financiers. Jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des crises. Et les crises étaient financières. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on ait une crise immobilière, on avait des crises qui étaient dans le monde de la finance, qui étaient impalpables. Finalement, on avait des conséquences de leurs actes, mais pas des conséquences dramatiques. La crise de 2008, elle a eu des conséquences humaines
dramatiques. Des gens qui se sont retrouvés à la rue, des banques qui ont fermé, Lehman Brothers. On a eu le scandale de la Société Générale. On a eu le scandale de notre ami entraîneur de natation, anciennement Bernard Madoff. Donc, on s'est rendu compte en fait que ce monde irréel qui semblait avoir des secousses, mais qui jusqu'à maintenant n'avait pas plein fouet impacté la réalité, nous a impacté. Et donc, il y a... Alors, je veux qu'on soit très clair, Satoshi Nakamoto, c'est un pseudonyme. Et ça aussi, c'est important pour la suite parce que tu vas voir que le Bitcoin, c'est un univers de pseudonymes. Et Satoshi Nakamoto, donc on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est une personne, on ne sait pas si c'est une organisation, un groupement de personnes. On ne sait pas qui est ce Satoshi Nakamoto. On sait juste qu'il a conservé, en tout cas que pour lui, il y a un peu plus d'1 million de bitcoins qui lui appartiennent, ce qui fait de lui un milliardaire au passage, et que ce million de bitcoins, à ce jour, au moment où je fais la vidéo, n'a jamais bougé. Donc pour l'instant, on n'a pas identifié cette personne. Et ensuite, on sait juste aussi que tous les échanges qu'il a eus avec la communauté lui ont permis, tout simplement, de régulariser, ou en tout cas de régler, de faire les derniers réglages sur son invention, qui était le Bitcoin. Okay, donc Satoshi Nakamoto, juste après la crise des subprimes, crée son invention, le Bitcoin. Alors, il faut savoir que le Bitcoin, quand c'est lancé, c'est un open source. Pas tout à fait un open source, c'est un logiciel qui, une fois mis sur le marché, appartient à ses utilisateurs. Donc, ce qui veut dire que, en fait, son créateur n'a plus la main à proprement parler sur le logiciel puisqu'il a offert, c'est un cadeau, ça peut paraître très particulier d'ailleurs, et je pense que cette partie de l'explication est très importante parce qu'elle fait aussi toute la particularité du Bitcoin par rapport aux autres. C'est que, bon, premièrement, le Bitcoin, on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière. Concrètement, on ne sait pas qui c'est. Et deuxièmement, en fait, le code source, enfin, en tout cas, tout ce qui s'attache au fonctionnement du Bitcoin est généré par ceux qui utilisent le Bitcoin. Et le Bitcoin est totalement différent de ce système. C'est un système décentralisé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le Bitcoin appartient à ses utilisateurs. Donc ça veut dire qu'en fait, entre nos deux personnages qu'on va faire comme ça en effet miroir, eh bien, au lieu d'avoir un point là-bas comme une tierce personne qui va finalement générer la transaction, il n'y a entre guillemets personne. Ça, c'est le premier étage de l'explication, c'est-à-dire que l'idée est de décentraliser et c'est donc de supprimer cet intermédiaire qu'il y a au milieu. Mais en fait, on ne le supprime pas vraiment parce que le Bitcoin n'est que la surface émergée de l'iceberg. En dessous, il y a la blockchain. La blockchain, c'est un ensemble de blocs, donc imagine-toi des carrés. Et la blockchain, c'est réellement une technologie qui est adossée au Bitcoin et qui va permettre que ces transactions, elles aient lieu. Donc je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Si par exemple, on va l'appeler Michel et on va l'appeler Paul, d'accord? Paul et Michel. Si Michel met 100 € à la banque, il faut qu'il y ait quelqu'un à la banque qui inscrive quelque part que ces 100 € appartiennent à Michel. Et si Paul retire 100 € à la banque, donc ici on a un plus et ici on a un moins, il faut que quelqu'un inscrive que Paul doit 100 € à la banque. Et comme ça, l'argent se met à circuler. Ici, le problème qu'il y a, tu le vois bien, c'est que si on a toujours Michel et si on a toujours Paul, si Paul retire 100 € et si Michel met 100 €, il y a une question qui est en suspens, qui inscrit et où la transaction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien qu'il y en ait un... Là, jusque-là, l'équation fonctionne, mais pour qu'elle fonctionne pleinement, il faut que 1, on identifie Michel, 2, on identifie Paul, 3, on inscrive sur quelque chose, en fait, ce qui est en train de se passer, et 4, que ce soit généré par quelqu'un. Tu me suis jusque-là? Donc en fait, c'est pour ça que je te disais qu'il y avait une particularité. Ça, la transaction, elle va être opérée par la blockchain. Donc en gros, la blockchain, c'est quoi? C'est un registre de comptes. Comme tu avais les livres autrefois où on écrivait très gentiment nos comptes dessus. Chaque page représentait une écriture et tu pouvais comme ça suivre la totalité de ta comptabilité. C'est ce que fait la banque actuellement. Donc la blockchain sert à ça. Elle permet d'identifier les personnes, elle permet d'enregistrer les transactions et elle permet aussi de suivre l'historique du début jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment très important parce que tu verras que par la suite, le Bitcoin et la blockchain ont entraîné des évolutions logiques et légitimes dans le monde de l'informatique. Mais ça, on va y venir, t'inquiète pas. On fait les choses par étapes. Donc, Bitcoin, blockchain. Et là, maintenant,
tu es en train de te dire, ok, je comprends le truc, donc j'ai un Bitcoin, ça c'est la monnaie que j'utilise. C'est un petit peu comme ce que j'avais ici de ce côté-là. J'ai la blockchain qui quelque part a l'air de faire le travail de la banque, mais ça me paraît abstrait et tu as raison. C'est abstrait pourquoi? Parce que cette blockchain, il y a quelqu'un qui doit bien faire les opérations. Alors les personnes qui font les opérations, c'est pour ça que j'ai mis une astérix ici, c'est ceux qu'on va appeler ici les mineurs. D'accord? Et c'est là où franchement le Bitcoin a été extrêmement bien pensé, tellement bien pensé que tu vas voir qu'il a fait des petits et que ce modèle a été repris. Et que finalement aujourd'hui on est basé sur ce modèle-là et que c'est toute une technologie qui a émergé sur la base de la blockchain. Donc les mineurs c'est quoi? Les mineurs c'est des personnes qui vont permettre à ce que cette opération se réalise et qui vont la réaliser pour le compte de tiers. Et en réalisant cette opération, ils vont toucher quelque chose. On va rester dans l'abstrait et j'ai conscience, avant que tu t'énerves dans les commentaires, que mon explication elle est extrêmement simplifiée. Mon but dans cette vidéo c'est de te faire comprendre les crypto-monnaies. Après, je t'invite bien évidemment à faire des recherches, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais tu vas comprendre, parce que derrière, il y a des notions de ressources, etc. Je ne veux pas rentrer dans le délire. Donc, là, le banquier, qu'est-ce qu'il a? La banque, c'est une entreprise, tu es d'accord avec moi? Donc, du coup, qui dit entreprise dit employé ou salarié, tu appelles ça comme tu as envie. Du coup, tu as des employés qui opèrent pour tout ça. Donc, du coup, ici, on a une société qui génère de la richesse pour le pays dans lequel elle se trouve. Là, c'est très différent. Le mineur, ça peut être Michel, ça peut être Paul ou ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas. Le mineur n'a pas accès à l'argent. Il n'a pas accès aux personnes. Il a accès à la blockchain et il voit en fait sous forme d'équation un problème à résoudre. Et à chaque fois qu'il va résoudre un problème d'un bloc, il va valider le bloc et il va toucher cet argent. Et en touchant cet argent, il va alimenter le système qui fonctionne de l'autre côté. Ce qui fait qu'en réalité, ici, c'est pour ça qu'on appelle ça un système décentralisé, on a, je vais tirer un trait ici, des gens qui utilisent le système, qui l'utilisent et qui du coup ont des frais d'opération qui sont réduits quasiment à zéro, puisque tu comprends bien que pour faire ces opérations, il n'y a pas besoin de structure, il n'y a pas besoin de caissier, il n'y a pas besoin d'horaire, il n'y a pas besoin de règles, tu as accès à ton argent quand tu veux, puisque ton argent est dématérialisé dans ton téléphone. Ça, je vais t'expliquer dans un second temps parce que c'est la dernière partie, c'est la plus compliquée. Ensuite, comme il n'y a pas toutes ces contraintes, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse à tout moment traiter l'opération quand toi tu en as besoin. Si Michel, à minuit, veut faire un virement à Paul, dans ce système, il ne peut pas le faire. Mais dans ce système, il peut le faire. Parce qu'un mineur, c'est quoi? Aujourd'hui, ce sont des ordinateurs, donc moi je vais écrire CPU, qui sont branchés en permanence à des réseaux. D'ailleurs, tu peux faire quelques recherches sur Internet, tu verras qu'il y a ce qu'on appelle des fermes de minage. Donc tu as des mecs qui ont construit carrément des hangars avec des racks d'ordinateurs et des cartes graphiques qui font les calculs pour les utilisateurs. Donc, on a ici deux mêmes faces d'une même pièce, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, qui permettent aux deux parties de gagner de l'argent. Le mineur gagne de l'argent en opérant pour les utilisateurs et les utilisateurs gagnent de l'argent par rapport à un système classique. Et si tu as déjà compris ça, tu as déjà compris la base de la crypto-monnaie. Mais ça ne s'arrête pas là. Là où ça devient maintenant compliqué et la raison pour laquelle j'ai commencé par t'expliquer en fait la crise de 2008, c'est que maintenant il faut ajouter deux couches de singularité sur ce système-là. Première couche, la monnaie, le Bitcoin, t'appartient. Donc je m'explique, je vais prendre mon téléphone qui est ici. Si selon le choix que je vais faire de l'opérateur ou du portefeuille que je vais utiliser pour stocker mon argent, l'argent peut être dans mon téléphone. C'est-à-dire que, en gros, tu vois ici j'ai un billet de 50 € dans ma poche. Si je perds ce billet, j'ai perdu les 50 €. Tu es d'accord avec moi? Si l'argent est dans mon téléphone, attention qu'on soit bien clair, je ne parle pas d'une application bancaire. Imagine que dans la mémoire de mon téléphone, j'ai mis les informations qui correspondent à un portefeuille de crypto-monnaie qui m'appartient et c'est dans ce téléphone qu'est l'argent. Si je perds ce téléphone, c'est comme si je perdais un billet. Parce que l'argent n'appartient pas à un organisme, il n'appartient pas non plus aux mineurs puisque eux ne font que résoudre des transactions, il appartient à la personne. Dans ce choix-là, le choix d'avoir un portefeuille qui est un choix un peu plus complexe et en toute transparence, moi je n'ai pas de portefeuille de wallet à moi sur lequel j'ai l'argent dans des clés USB, dans des clés Ledger, etc. Ça je ne le fais pas. Donc c'est plus compliqué, c'est des systèmes que tu installes et du coup l'argent est à l'intérieur et c'est ce qui fait qu'on peut te hacker, qu'on peut te le récupérer. C'est-à-dire que l'argent il est physiquement à un endroit où tu décides qu'il soit et si tu perds l'objet, si on te hack l'objet, si on te le vole, tu perds la somme qui est à l'intérieur.
C'est pour ça qu'il y a un mec qui est en train de retourner toutes les poubelles de la Terre parce qu'il a perdu je ne sais plus combien de millions de bitcoins dans une clé USB. Ça, c'est la première manière de voir les choses. La deuxième manière de voir les choses, on va en parler tout à l'heure, je te montrerai, c'est ce qu'on appelle des exchanges, qui correspondent finalement à des banques un peu plus modernes, qui eux se chargent pour toi de collecter tes crypto-monnaies et qui, avec des codes et des applications, te donnent accès à tes cryptos dans ton téléphone ou dans les ordinateurs, etc. Donc ça, c'est la première chose que je veux que tu comprennes, c'est qu'avec ce système ici, l'argent appartient à son utilisateur, premièrement. Et deuxièmement, et c'est là maintenant qu'on fait le pont avec la crise de 2008, ce système a été créé pour empêcher de nous retrouver à nouveau avec des personnes qui gèrent la totalité de la monnaie pour nous. N'oublie pas que derrière cette banque, il y a une banque centrale, que derrière cette banque centrale, il y a un État et ou une personne qui prend des décisions sur l'impression d'un billet. Je t'explique, tu vas comprendre. On va arriver à la dernière version, la plus difficile. Tu vois ici, j'ai un billet de 50 euros. Donc je vais le mettre là. Voilà, donc là je l'ai rentré dans ma télé. Hein. C'est beau la technologie. Donc je vais mettre mon billet de 50 euros ici. Mon billet de 50 euros, j'en avais un, tu es d'accord avec moi? Maintenant que je l'ai rentré dans mon ordinateur, je valide. Et là je peux faire quelque chose de magique. C'est que regarde, je peux faire ça. Et là, on a un problème, c'est que je viens de faire ce qu'on appelle un copier-coller. Donc, je me retrouve avec deux billets. Tu as bien vu que j'ai mis que 7 billets dans ma machine. Donc, c'est problématique parce que tu ne peux pas, comme ça, dupliquer l'argent. C'est interdit. Sauf que c'est interdit, mais les États le font. Quand l'État imprime des billets et qu'il duplique un billet comme je viens de le faire là, et qu'il redonne ce billet à un autre utilisateur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le billet de départ a perdu de la valeur, puisqu'il a été juste dupliqué. Pourquoi? On va un peu s'égarer ici quelques instants, mais je veux que tu le comprennes. Cet argent ici n'a pas été produit par une valeur quelconque. Il a été produit par un clic droit, copier et coller. Donc quand tu produis de l'argent de cette manière-là, cet argent-là qui a été produit va forcément venir affaiblir, j'ai fait une bêtise, va forcément venir affaiblir le premier billet. Et tant que je vais continuer comme ça à dupliquer mes billets, eh bien tu comprends qu'on a un problème qui est important de valeur derrière la monnaie. Et ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre et il faut l'accepter. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, les États qui impriment des billets, ça posait un problème. Ça, c'est la légende qui a raconté à Satoshi Nakamoto. Et la blockchain, donc je reviens à mon histoire de blockchain, elle empêche la duplication monétaire. Le Bitcoin, il s'avère en fait que le Bitcoin, on le sait dès le départ, va être produit à une quantité limitée. C'est une des raisons pour lesquelles le Bitcoin a autant de valeur. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises, mais on est à 24 millions. Alors, ce n'est pas sur le nombre de Bitcoin que j'ai peur de te dire une bêtise, c'est sur cette information ensuite. La réalité, c'est qu'à l'arrivée, on évalue à peu près en circulation 21 millions de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont perdus, il y en a qui ne sont plus accessibles. Il y a plein de particularités. Et donc, malheureusement, il va y avoir des pertes et donc moins de Bitcoin que ce qui avait prévu au départ. Bref, on en revient au final ici que nous avons devant les yeux. Notre billet imprimé là-bas a moins de valeur que celui-là, mais c'est celui-là qui a perdu le plus de valeur dans l'histoire. Et donc, le Bitcoin a été créé dans une forme de contre-pouvoir avec comme objectif très simple de dire, c'est pas ça que je voulais faire, mais plutôt ça, de dire de ce côté, je vais faire des Bitcoins. Dans ces Bitcoins, je vais limiter la quantité de Bitcoin, ce qui fait qu'il ne pourra pas y avoir ce mécanisme d'inflation qu'on retrouve avec les monnaies fiduciaires. Et en faisant ça, mon Bitcoin va avoir plus de valeur que les monnaies fiduciaires. Ça, c'est les grands principes du Bitcoin. Attention, il y a quand même après un élément essentiel dans cette histoire que je ne peux pas éluder et que tu ne dois pas éluder et qui pour l'instant, de mon point de vue, reste la plus grosse menace qui concerne le Bitcoin, c'est la position des États vis-à-vis du Bitcoin. Parce que ce contre-pouvoir que je valide totalement et qui est pour moi en fait une arme qui est donnée au peuple, littéralement c'est une arme qu'on est en train de donner au peuple, de mon point de vue, je vois mal comment les États vont accepter sur le long terme que une telle technologie existe parallèlement
à l'argent fiduciaire. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose dont on va parler tout à l'heure, on va aller un petit peu plus loin dans cette vidéo sur la formation. Quand tu mets ton argent dans le Bitcoin, tu le sors du système classique. Donc certes, tu te protèges de tout ce qui peut être fait sur la monnaie en le mettant là, mais en mettant ton argent ici, quelque part, tu attaques les États. Tu attaques toutes ces personnes qui essayent de faire fonctionner des sociétés entières, la France, les États-Unis, etc. Alors, c'est intéressant d'ailleurs que j'en vienne à ça, je vais en faire une transition qui est facile. La France, elle a pris ses positions vis-à-vis de ça, puisqu'elle est en train d'essayer de produire des lois pour réguler et interdire, alors que les USA, eux, laissent faire et ils vont voir comment ils s'adapteront dans les prochaines années. Donc tu vois qu'il y a vraiment des mentalités totalement différentes et de toi à moi, je pense qu'effectivement c'est l'avenir et qu'on ne peut pas ignorer le Bitcoin parce qu'encore une fois, je te le rappelle, c'est extrêmement important que tu le comprennes. Le Bitcoin, à la différence de toutes les autres crypto-monnaies, est une crypto-monnaie qui est totalement ouverte et qui est régie par ses utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on t'interdit d'utiliser le Bitcoin, il est en circulation sur Internet et en tout cas, à aujourd'hui, et j'insiste bien, je dis bien à aujourd'hui, je vois mal comment des États vont arriver à empêcher des citoyens d'utiliser du Bitcoin étant donné qu'il est accessible et qu'aujourd'hui, avec des applications et des plateformes, tu peux arriver à en acheter. T'inquiète pas, dans cette vidéo, on va voir comment on en achète. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo qui concerne les Bitcoins simplement. Et maintenant, on va passer dans la deuxième partie avant d'aller à l'ordinateur pour parler un petit peu de toutes les autres crypto-monnaies. Alors, je vais te le faire très rapidement parce que maintenant, je veux que tu comprennes de quoi il est question. Et mon but, c'est pas de rester des heures ici, parce que tu as bien compris qu'il y avait encore de la vidéo à voir sur l'ordinateur. Donc, tu l'as compris, le Bitcoin a commencé, la blockchain, la technologie, et à partir de là, de cette technologie est apparu tout un tas de nouvelles crypto-monnaies qui, sur le modèle du Bitcoin, entre grandes guillemets, se sont déployées. Donc je t'explique, c'est assez simple, je vais la faire très courte cette partie-là parce qu'on va la voir dans un instant. Mais en gros, tu as l'Ethereum qui est une des cryptos les plus connues et les mieux cotées derrière le Bitcoin. Pourquoi? Parce que l'Ethereum, c'est ni plus ni moins que la mise à disposition du système. Donc je vais essayer de t'expliquer ça, mais alors extrêmement simplement. En gros, toi qui me regardes, tu veux créer une crypto-monnaie sur l'image du Bitcoin, mais tu n'as pas accès à la technologie, tu n'as pas les connaissances, etc. Eh bien en fait, Ethereum a pris ce système et globalement, je te la fais très simple, mais te permet à ton tour de créer ta crypto-monnaie. C'est vraiment extrêmement simplifié. J'espère que je m'excuse auprès de ceux qui vont avoir les cheveux qui se hérissent. Mon but, c'est vraiment de faire ici un système de compréhension pour tous. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après, fais des recherches, c'est un peu plus compliqué que ça et je n'ai pas envie ici d'être trop dans la difficulté. Derrière ça, il y a d'autres crypto-monnaies et c'est maintenant que ça devient très important. Derrière chacune des cryptos, il va y avoir un projet. Et ça, c'est extrêmement important en fait. Comme je viens de t'expliquer l'Ethereum pour la notion de système, tu dois comprendre que chaque crypto implique un projet et je vais te le montrer tout à l'heure à l'écran et qu'il est très important pour toi de comprendre le projet dans lequel tu rentres. Ça revient ni plus ni moins à comparer ce système-là à de la bourse, comme si un petit peu les cryptos qu'on a ici, d'accord, seraient l'équivalent des sociétés qu'on trouve cotées en bourse et que, on tire un trait ici, les projets qu'on a ici, ce sont les activités. Donc en fait, on va écrire ici les projets, d'accord. Les projets qu'on retrouve ici, ça correspond aux activités de la bourse. On est d'accord avec moi? Donc, je m'explique encore mieux pour que ce soit bien clair. Quand tu investis dans L'Oréal, tu investis dans une entreprise qui vend des shampoings pour ce cheveux. Quand tu vas investir dans telle crypto-monnaie, tu vas investir dans les smart contracts, etc., etc. Donc, tu dois bien dans ton esprit décomposer, en fait, d'un côté, la crypto qui est la valeur, la cotation, et le métier, la profession, l'activité dans laquelle la crypto opère pour que toi, derrière, tu puisses investir dedans. Ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est vraiment important de le faire, c'est que par exemple, on va prendre le cas du fameux métaverse de Facebook. On va les voir tout à l'heure, t'inquiète pas. Tu vas avoir ici des cryptos qui vont s'appeler, j'en sais rien moi, qui vont avoir un nom. J'ai Decentraland qui me vient, mais j'ai pas envie de la nommer en fait. Mais voilà. Et si tu prends Decentraland, attaché à la crypto, tu as un projet qui est un jeu vidéo dans lequel tu peux rentrer. Tu comprends?
Donc voilà, etc. Il y a pas mal comme ça de choses et il y a une crypto pour Facebook, il y a des cryptos pour chacun. Finalement, les cryptos, c'est ni plus ni moins que des valos de société et en fait, finalement, les projets, c'est les activités. Ensuite, je vais en continuer un petit peu maintenant à avancer dans ces explications pour que tu comprennes. Et d'ailleurs, je vais revenir, si tu m'autorises maintenant, à cette partie-là avec mon histoire de billets. D'ailleurs, je ne devrais pas le faire avec des billets, mais je vais essayer de le faire avec autre chose. Non, je ne vais pas essayer de le faire avec autre chose. On va redupliquer ce billet et on va l'emmener ailleurs. Regarde, je vais amener le billet ici. Et d'ailleurs, je ne vais pas prendre un billet, je vais prendre la Joconde. Bon, ça c'est la Joconde. La Joconde, c'est quoi? Tu es d'accord avec moi? C'est une œuvre d'art. On est d'accord? Bon, l'œuvre d'art, c'est une bonne explication pour ce que je vais t'expliquer ici. C'est les NFT. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. C'est lié en fait au Bitcoin et à la blockchain et je vais t'expliquer une seconde. Donc ça, c'est la Joconde. Tu la vois, elle est là, elle est ici. La Joconde, elle est authentifiée et il n'y en a qu'une seule. Si j'arrive à avoir la photo de la Joconde ici et que j'arrive par exemple à faire comme avec mon billet, j'ai fait une bêtise, c'est pas ça que je voulais faire. Si j'arrive à faire comme avec mon billet et à dupliquer la Joconde, tu es d'accord avec moi que cette Joconde-là, de la même manière que mon billet, aura moins de valeur que celle-là. Et si, pour diverses raisons, merde, c'était pas ça que je voulais faire. Je vais y arriver décidément. Et si j'arrive pour diverses raisons à redupliquer cette Joconde ici, donc celle qui est là, à chaque fois que j'arrive à la dupliquer, l'ensemble des tableaux perdent de la valeur. Et puis surtout, c'est plus une œuvre d'art. Donc l'art, c'est quoi? C'est ta capacité, à authentifier, est-ce que je vais y arriver ou pas? Voilà, à authentifier une œuvre, à dire cette œuvre-là, en fait, c'est la bonne œuvre. Je vais y arriver ou pas? Voilà, cette œuvre ici, c'est la bonne, et celle-là, c'est pas la bonne, premièrement. Et deuxièmement, à dire, il n'y en a qu'une seule. À dire, je ne peux pas faire de copier-coller. Cette œuvre-là, elle est unique, je ne peux pas la copier. La blockchain, donc là, c'est vraiment important que tu comprennes ce que je vais t'expliquer. La blockchain, c'est ce qui a permis l'émergence des NFT, Non-Fungible Token. Et je me rends compte que je ne t'ai pas expliqué ce que c'était un token. Donc, token, c'est ce qu'on appelle coin ou jeton en anglais. Et un jeton, c'est ni plus ni moins que le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Ce sont des coins, ok? Donc, ça veut dire qu'en fait, oh là, je suis charrette là. Il faudrait que j'arrive à en avoir, voilà, une petite comme ça. NFT non-fungible token, ça veut dire qu'elle n'est pas duplicable. Tu ne peux pas faire de copier-coller. Et ça veut dire aussi que dans cette catégorie-là, on est dans la catégorie artistique. Et à ce stade, j'en arrive à la question fiscale, à la fois sur les bitcoins et sur les NFT. Donc, tout ce qui est bitcoin et altcoin, donc les alternatives des coins, parce qu'en fait, il y a le bitcoin et les autres. Et après, il y a les NFT. Donc, tout ce qui est Bitcoin et altcoin, bon, ben là, on est sur de la flat tax qui est égale à 30% déclaré à la vente. Donc, je m'explique qu'on soit bien clair. Tu payes cette taxe une fois que tu as vendu ton Bitcoin et ramené l'argent sur ton compte, tu es redevable de la taxe. Et les NFT, on est sur le marché de l'art. Et donc, niveau fiscalité, on est sur une fiscalité artistique, ce qui veut dire en langage fiscal très avantageuse. C'est pour ça que les NFT ont une seconde raison d'exister, c'est qu'il y a des petits malins qui ont compris que en utilisant leur Bitcoin pour acheter des œuvres d'art qu'ils revendent, ils réduisent la fiscalité de base qui est générée par la flat tax. Donc les NFT ont une double utilité artistique et fiscale. Très sincèrement, moi à ce jour, je ne suis pas un grand fan des NFT pour la simple et bonne raison que malheureusement, je trouve que voilà, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un truc comment dirais-je, d'avoir une photo numérique qui est exceptionnelle, qui est originale en fait. Après, attention. Par exemple, si on prend le cas des Bored Ape, donc les fameux singes, on va en parler aussi un petit peu tout à l'heure, là on a un avantage social. On fait voir à la société qu'on est capable d'acheter ce type de NFT, ce qui sous-entend qu'on a suffisamment d'argent pour le faire. Et les Bored Ape te donnent accès à toute une culture et aussi à des membres qui sont des membres high level. Et du coup,
C'est plus une question d'argent et de rang social que les questions que je viens d'évoquer ici. Donc voilà, là je viens de te couvrir globalement l'entièreté de tout ce que j'avais à te dire sur le Bitcoin pour que tu comprennes. Maintenant, on va passer à mon ordinateur pour que tu vois concrètement comment on fait pour en acheter, comment ça fonctionne réellement, comment ça se traduit quand tu as des Bitcoins au quotidien, etc. Allez, viens, c'est parti. Bon, allez, on attaque maintenant le passage qui sera, à mon avis, oh là là, je vais arriver à m'asseoir, le plus intéressant de cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, un ordinateur, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour t'expliquer une technologie informatique, n'est-ce pas? Laisse-moi le temps de l'éclairer quand même. Et je te rassure, bien évidemment, dans cette partie de la vidéo, on va partager mon écran. Ça me semble tout à fait logique. Voilà, je ne veux pas que tu aies peur là-dessus. Voilà, on va voir ce que je vois sur l'écran. Donc, on attaque avec le Bitcoin et la première chose que je veux que tu gardes en tête, c'est que ce que je m'apprête à taper ici, tout le monde peut le faire. Donc, très simplement, on va sur google.com, que tu vois ici apparaître devant tes yeux, et sur Google, on va taper Bitcoin. On clique et tu le sais ou tu le sais peut-être pas, déjà sur Google, tu peux voir le graphique du Bitcoin. Ce qui va me permettre à moi de t'expliquer des petits détails que je ne pouvais pas t'expliquer avant et qui seront plus facilement et plus clairs ici, plus facilement explicables et plus clairs ici. Donc comme tu le vois, je vais bouger ma souris sur cette ligne ici en haut là. Tu as 1 jour, 5 jours, 1 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans et max. D'accord? Donc si tu cliques sur 5 jours, tu as les 5 derniers jours. Si tu cliques sur 1 mois, tu as le dernier mois. Si tu cliques sur 6 mois, tu as les 6 derniers mois. Si tu cliques ici et là, tu as la dernière année, les 5 dernières années et le maximum depuis la création du Bitcoin. On peut apprécier bien évidemment qu'à la création du Bitcoin, le Bitcoin valait 307 $, qu'il est monté au premier pic à 16 721 $ le 15 décembre 2017, que le pic s'est effondré puis est remonté à 12 000 et quelques dollars, ce qui n'est pas sans nous rappeler les deux pics qu'on vient de vivre là. Et encore, je trouve que c'est quand même très différent si on regarde des graphiques. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'analyse graphique, je vais t'en parler dans une seconde, mais bon voilà. Et puis on remarque que entre les deux premiers pics, il y a eu une espèce de plat. Ce plat, c'est ce qu'on appelle un bear market. Les bear markets, c'est l'ours. L'ours, c'est un animal qui hiberne, c'est un animal qui peut être, bon, certes très violent, mais surtout très calme pendant toute une partie de l'année. Et les bull markets, le taureau, ça veut dire que ça pousse, que ça va fort. Et ça se matérialise par ces pics-là, donc celui-là ici, ou ces deux pics qu'on voit ici qui vont très fort, très haut, très loin. Ok? Donc bear market relativement plat, bull market quand ça pousse. La particularité du Bitcoin, tu le vois ici avec la courbe, c'est que c'est quelque chose de très volatile. La volatilité, c'est quoi? Ça veut dire que ça peut monter très haut, ça peut descendre très bas, et ça peut faire comme ça des mouvements assez rapides et qui ne sont pas des mouvements rassurants pour l'investisseur. Sauf que, on ne va pas se mentir, ceux qui investissent dans le Bitcoin, c'est ce qu'ils viennent précisément chercher. Ces effets-là, ces effets d'accélération intense et immédiat, ça ne se voit plus beaucoup, en tout cas ça n'est plus très commun dans beaucoup d'actions des marchés financiers. Alors récemment on l'a eu avec les actions qui touchaient les laboratoires, n'est-ce pas? Pas de commentaires là-dessus s'il vous plaît dans l'espace commentaire, ça sera sympa. Mais indépendamment de ce qui vient de se passer avec notre chère pandémie, à part ça, ça arrive plus autant que ça. Alors sur des longs termes en bourse on gagne de l'argent, mais sur des très courts termes on n'a pas ce type de volatilité impressionnante qui font et qui défont des fortunes. C'est pour ça que tu vois des gens qui te disent j'ai fait fortune dans le Bitcoin, ceux-là il n'y en a pas beaucoup, et il y en a qui te disent j'ai perdu de l'argent dans le Bitcoin. J'en fais partie et je t'en parlerai. Et j'en ai pas vraiment perdu, mais ça on en parlera tout à l'heure, tu vas voir. Bref, on a une courbe devant les yeux du Bitcoin et c'est là où pour moi il y a un effet d'opportunité que je veux que tu entendes et qui est extrêmement important. On a un marché qui est tout petit. Même à l'heure actuelle, même là on est au bout du graphe, on est au moment où j'enregistre donc, on est le 20 septembre 2022, je te le dis, on est dans un tout petit marché. Ce marché de la crypto-monnaie des bitcoins est un marché naissant. Et je venais de cesse de le répéter, indépendamment de ce que les États vont décider, indépendamment de tout ce qui va pouvoir se passer et que je ne connais pas, parce que je ne connais pas l'avenir, je ne suis pas un prophète et je ne suis pas un expert en bitcoin, je te le rappelle. Je te rappelle que moi, je prends ma référence auprès de François Denis, riche à 30 ans. Bien, pour moi, ce marché est tout petit. Et cette petite taille de marché, à mon sens, est une opportunité en soi. Ça ne reste que mon avis, ça n'engage que moi. Ça ne doit pas être une raison pour laquelle tu dois investir. Je te donne ma vision d'ensemble. Mais un petit marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui encore,
Tu as des personnes qui sont rentrées très tôt dans ce marché, qui ont aujourd'hui beaucoup de Bitcoin et on les appelle des baleines. Pourquoi on appelle ça des baleines? Eh bien parce qu'ils sont capables de faire fluctuer le marché. Et si des sombres inconnus sur un petit marché financier sont capables de le faire fluctuer, ça veut dire que les très grosses institutions financières ne sont pas encore rentrées. Alors c'est à moitié faux et à moitié vrai parce qu'il commence à y avoir des institutions qui rentrent dans le Bitcoin. Il y a de plus en plus de gens qui comprennent ce qu'il y a derrière et la philosophie que signifie cette technologie. C'est pour ça que je t'ai expliqué tous les débuts dans cette vidéo. Et c'est pour ça que le Bitcoin intéresse autant de monde. Indépendamment de tout ça, pour moi, le Bitcoin a un intérêt pour ces raisons. On passe maintenant à la suite. Je voudrais maintenant te montrer un petit peu finalement ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc je m'explique. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, maintenant tu vas peut-être vouloir toi acheter du Bitcoin. Donc je te montre un peu comment tu peux acheter du Bitcoin. Tu as une des plateformes les plus connues en France qui s'appelle Binance. Binance c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un exchange et sur Binance tu peux acheter et vendre des crypto-monnaies. Donc ça se présente comme ça. Donc on va mettre tout refusé parce que je suis un petit peu un contestateur. Mais ça c'est ça me regarde. Et donc sur ce site internet, tu vas pouvoir t'inscrire, rentrer tes codes de crypto-monnaie et rentrer tes codes pour te connecter et acheter de la crypto-monnaie. Attention, la crypto-monnaie t'appartient dans un compte qui va être à toi, mais elle est détenue par Binance. C'est une nuance qu'il faut bien comprendre en fait. Ça n'est pas toi qui possède la crypto-monnaie. C'est Binance qui achète la crypto-monnaie en ton nom et qui, au sein même de son entreprise, te réattribue l'argent, l'opération ou en tout cas l'acquisition que tu as réalisée. C'est vraiment important que tu comprennes. Il y a énormément de gens qui ne comprennent pas ça. Quand tu as un compte sur Binance, il est à ton nom, mais l'argent il n'est pas à toi. Tout ce que tu vois sur Binance appartient à Binance. Quand Binance passe un ordre en ton nom pour la blockchain, celui qui possède la crypto-monnaie, c'est Binance, c'est pas toi. C'est ce qui fait la différence entre les wallets, les portefeuilles qui sont en fait des widgets, des applications qu'on ajoute à son navigateur et où il faut avoir des contrôles, et je ne vais pas te l'expliquer ici parce que c'est trop compliqué, un portefeuille personnel comme les clés Ledger ou les portefeuilles personnels que tu mets sur ton navigateur, là l'argent t'appartient et le Bitcoin il est à toi, et voilà, c'est toi le propriétaire, alors qu'avec Binance, ça n'est pas ton cas. Donc il y a Binance qui est l'un des acteurs du marché, il y en a énormément, je vais essayer de t'en montrer 2 ou 3, je te montrerai lequel j'utilise et je vais me servir de celui que j'utilise pour te montrer pas mal de choses. Ici, j'en profite, tu vois une espèce de reproduction de Bored Ape. C'est en fait ce qu'on appelle les NFT dont je te parlais tout à l'heure. D'ailleurs, ici, on voit Binance NFT, donc ok, on voit ça. Tu as Coinbase, je sais pas comment il faut dire. Coinbase, donc là aussi, c'est pareil, c'est un portefeuille de crypto-monnaie. Ok, donc voilà. Tu as, je pourrais pas ne pas faire un peu de pub à un copain, Lord Token. Ceux qui savent rigoleront en fonction de ce que j'aurais pu dire dans cette vidéo, qui est une plateforme qui vient de se lancer et qui propose elle aussi notre alternative à tout ça. Et tu as la plateforme que j'utilise, c'est Kraken. Donc on va se connecter à mon compte Kraken dans un instant. Et je t'ai mis le lien de Kraken, en tout cas dans la description, et de Lord Token. Les autres, tu les trouveras si tu as envie. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que je viens de réaliser que j'ai oublié mon téléphone. Alors, je vais le chercher parce qu'on a besoin de son téléphone pour se connecter et je vais t'expliquer tout ça. J'ai été rapide, ça change d'habitude, je savais où il était. Alors, sur ton téléphone, ici, je vais essayer pas te le montrer complètement parce que tu ne le verras pas, de toute façon, on est très loin. Ici, j'ai ce qu'on appelle un authentificateur. C'est une application que tu télécharges sur ton store en fait, si tu es sur Samsung, je sais pas, et si tu es sur Apple, l'Apple Store, et je vais pas te le montrer, mais en fait, si je vais faire ça comme ça, tu vois, ici, tu as des codes qui apparaissent avec un petit croissant qui se vide, et qui n'est ni plus ni moins que le code dont tu as besoin pour te connecter à ton compte Kraken. Alors, je pense que sur les autres plateformes, c'est exactement la même chose, mais du coup, moi, je vais me connecter ici, donc je vais pas te montrer ce que je fais, puisque j'ai un système un petit peu particulier. Voilà, là je suis connecté à mon compte Kraken et ce que je vais faire tout de suite avant que tu vois, c'est qu'on va aller directement sur les différents coins qui sont proposés, que tu peux acheter pour que tu vois comment ça se présente de l'autre côté. Alors, je te le dis tout de suite, oui, j'ai acheté des crypto-monnaies, j'ai acheté pour un montant
qui pour certaines personnes peut paraître très important, pour d'autres, voilà. Pour te donner une notion de montant, au pic, j'avais plus de 100 000 euros de crypto-monnaie, comme ça te donne une notion. Et donc, j'avais mis un petit peu moins de ce montant-là avant d'avoir le pic. Aujourd'hui, j'ai moins d'argent dans la crypto-monnaie, mais pas parce que j'ai vendu, j'ai moins d'argent tout simplement parce que je n'ai pas vendu en fait. Donc, je suis les fluctuations de marché, donc je suis dans les crypto-monnaies. Je ne suis pas un expert du marché, comme je te l'ai dit, moi je prends mes informations auprès d'une personne et je fais ça à titre comment je dirais, anecdotique. Mais tu vas comprendre ça dans l'avant-dernière partie de cette vidéo où je vais te donner, selon moi, la meilleure stratégie pour investir dans les cryptos et où tu vas comprendre mon mode de fonctionnement et où du coup tu en tireras toi-même un conseil pour pouvoir investir sur ce marché. Donc, globalement, ce que j'essaye donc de te montrer là, c'est que tu as plusieurs crypto-monnaies. Donc, quand tu as comme ça plusieurs crypto-monnaies, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre par exemple ici donc, le Bitcoin dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'Ethereum que je t'ai expliqué tout à l'heure, et on va s'intéresser maintenant au Cardano. Alors le Cardano, on va le voir tout de suite ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toujours ici sur Google et on va taper Cardano, comme tu vois que je suis en train de le faire. J'ai fait une bêtise, ouais, ça c'est tout moi ça. Cardano Coin, je tape ça comme ça. On va avoir un résultat qui va apparaître et on va essayer de savoir qu'est-ce que le Cardano. Alors ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'est le Cardano. Donc moi je vais plutôt taper ça, Cardano Wikipédia, voilà. Cardano, voilà, donc regarde bien, c'est expliqué là. Tu peux t'inspirer de ce que je suis en train de faire pour comprendre dans quoi tu investis. Moi mon objectif ici, c'est pas de te dire que j'ai investi dans le Cardano, pas du tout. Je suis en train de te dire que pour investir dans une crypto-monnaie, la prise de renseignement minimale que je suis en train de faire là, elle doit être faite. D'accord ? Donc Cardano est une blockchain open source ainsi qu'une plateforme permettant d'exécuter des contrats intelligents. La crypto-monnaie interne de Cardano s'appelle ADA. Ce projet est dirigé par Charles Hoskinson, co-créateur de l'Ethereum. Le développement du projet est supervisé par la fondation Cardano basée à Zug en Suisse. Cardano est considéré par certains comme la synthèse de Bitcoin et d'Ethereum et vise plus à être neutre en carbone. Elle est la troisième crypto-monnaie au niveau de sa capitalisation en date du 13 août 2021, blablabla. Blablabla. Après, tu vas aller un petit peu plus loin, tu cliques sur Charles Hoskinson pour faire des recherches sur le fondateur de Cardano. Et comme ça, par ricochet, tu dois faire un travail de recherche sur les crypto-monnaies qui t'intéressent. Donc là, on vient de faire au hasard le Cardano, qui est une des grosses crypto-monnaies. Et non, je ne te donnerai pas les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai investi parce que je n'ai pas à le faire. Mon rôle ici est de te faire comprendre finalement ce que tu dois faire pour investir et comment tu dois fonctionner, pas ce que moi j'ai fait. On s'en fout de ce que je fais. Ok ? Donc, il y a plein de crypto-monnaies et chacune de ces crypto-monnaies a un projet, comme je te l'ai déjà expliqué, plus ou moins important. Et ces projets-là, en fait, en fonction du projet, si tu y crois ou pas, ben, je te conseille d'y mettre ou non de l'argent. Donc, tout à l'heure, je t'ai parlé de Decentraland. Du coup, je me sens un petit peu obligé de te montrer ce que c'est parce que j'ai envie, tu vois, comment ça fonctionne. Alors, Decentraland, moi, je n'ai pas du tout investi dessus, je tiens à te le dire. Et je m'y suis un petit peu intéressé. Donc, comme tu peux le voir, on est sur une courbe quand même qui est pas mal volatile, hein, comme toutes les courbes dans les crypto-monnaies. C'est quand même, je pense, il faut quand même l'intégrer dans un coin de ta tête. C'est malheureusement le principe des crypto-monnaies que d'être volatile. Donc, tu dois l'accepter. Pour information, Decentraland, c'est une crypto-monnaie que je suis depuis un certain temps. Et par exemple, je peux te donner une information intéressante qui, je pense, a de la valeur. C'est que les pics que tu vois sur, alors pas tous, mais certains des pics que tu vois sur Decentraland, c'est lorsque des marques achètent des terrains dans Decentraland. Donc regarde, je te montre ce que je suis en train de faire. Decentraland, ok, donc tu tapes Decentraland et là on arrive sur Welcome to Decentraland. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment important que tu le fasses parce que de la même manière qu'on n'investit pas en bourse en faisant n'importe quoi, je pourrais peut-être même presque faire la même vidéo en bourse que là-dessus. Voilà, start exploring, il te faut absolument ben voilà, prendre le temps d'aller dans les univers qui te sont proposés, de comprendre à quoi sert finalement. Donc là, pendant que je te parle, je suis en train d'installer le truc de Decentraland. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Download from macOS, explore on web. Ah non, voilà, c'est ça que je voulais faire. On pouvait explorer sur le web. Je ne voulais pas l'installer sur macOS. Fais voir, je vais annuler ce que j'ai fait. Parce que là, j'ai installé Decentraland. Bon, bref, on s'en fout. Play within your wallet, playing as guest. Voilà, donc tu play as guest, donc tu viens en tant qu'invité. Tu dois parler anglais, hein. On ne va pas polémiquer, je le dis suffisamment dans tous mes contenus. Tu ne parles pas anglais, tu ne vas pas y arriver, quoi. Enfin, ça va être compliqué pour toi, moi.
Il y a des traducteurs sur Google, mais enfin, je pense que c'est quand même mieux que tu parles anglais. Donc là, on est en train de rentrer en tant que guest, donc invité dans Decentraland, juste pour un peu voir à quoi ça ressemble. Alors, de rentrer dans un jeu et d'en comprendre les attenants et aboutissants, ça ne fait pas que c'est un bon investissement. Je suis juste en train ici de te partager des investigations basiques que tout investisseur devrait faire avant de rentrer dans quoi que ce soit. Comprends bien que, et ça me semble logique, et j'espère que ça ne sera pas trop long, sinon on cuttera et puis on se débrouillera. Comprends bien que quand tu achètes de l'immobilier, tu enquêtes sur le voisinage, tu regardes qu'est-ce que tu achètes. Quand tu achètes de la bourse, tu t'intéresses à la société, à tous les bilans qu'elle produit. Je veux dire, si tu ne fais pas tout ça, tu es en train de jouer au loto, tu es en train de jouer à un jeu. On ne gagne pas d'argent en jouant à un jeu. Moi, quand j'investis, je regarde les fondamentaux et je m'efforce autant mal que peu de rentrer en ayant connaissance du maximum d'informations pour me permettre d'être déjà rassuré et d'avancer sereinement sur mes investissements. Bon, ok, ça n'a pas l'air de marcher, donc on va fermer Decentraland, on ne va pas se prendre la tête avec ça. On va revenir maintenant sur mes histoires de comment on appelle, de Kraken, et on va essayer maintenant, si tu veux bien, de parler d'un dernier élément qui est très à la mode avec les crypto-monnaies, la lecture graphique des graphiques de crypto-monnaies. Alors, je te rassure, je ne suis absolument pas un professionnel de tout ça. D'ailleurs, j'ai plutôt tendance à investir selon les fondamentaux que je t'ai montré tout à l'heure et à ne pas m'intéresser à de la lecture graphique. Donc là, rapidement, je te montre l'outil que propose Kraken. Donc là, tu vois, on est sur un outil pro que propose Kraken, et donc tu vois que tu peux, alors tous ceux qui s'y connaissent vont retrouver tout un tas d'outils qu'on peut utiliser sur le trade de crypto-monnaie. Moi, ça n'est absolument pas mon truc, mais voilà, je voulais que tu vois que Kraken proposait ce type de service. Ensuite, je voulais te montrer rapidement comment on passe un ordre. Donc là, je vais te montrer, voilà, donc là on a un ordre, acheter ou vendre, comme tu peux voir ici. Donc par exemple, tu dis acheter du Bitcoin. Là, tu as la limite en euros, donc tu dis que tu veux acheter 0,01 Bitcoin, donc ça représente 191 euros. Acheter Bitcoin avec de l'euro, donc tu cliques ici et à partir de là, tu fais envoyer l'ordre et ton Bitcoin va venir enrichir déjà les lignes que tu possèdes dans ton logiciel de crypto-monnaie. Donc voilà. Ensuite, je voudrais finalement te montrer un dernier élément que je ne maîtrise pas très bien, mais dont je dois absolument te parler, c'est le stacking. Donc là, comme tu peux le voir, on a du stacking qui est proposé sur Kraken. Donc le stacking, c'est quoi? Je te la fais très simple et je veux qu'on soit très clair, je ne l'ai jamais fait, donc juste je t'en parle et tu te fais des recherches dessus. C'est finalement bloquer de la crypto-monnaie pour une durée déterminée en échange d'un rendement. Après, il y a des crypto-monnaies qui aussi offrent des rendements. Donc en gros, l'idée c'est de finalement se retrouver avec quelque chose qui s'approche de l'immobilier, qui te sert des intérêts. Donc en gros, tu bloques de l'argent qui te rapporte des intérêts. Et si tu as une suffisamment grosse somme d'argent, tu peux peut-être de façon illusoire croire que tu vivras de ça. Personnellement, comme j'aime à le dire pour les marchés financiers, plus ça devient complexe, plus il faut que tu t'en méfies. Moi, j'aime les choses simples, compréhensibles et accessibles. Là, je t'ai balayé tout ce que tu pouvais faire sur un logiciel de type exchange de crypto-monnaie dédié, Kraken. Je dois te dire absolument, je vais fermer mon écran parce qu'on a terminé maintenant tout ce que j'avais à te dire. Je dois absolument te préciser un élément essentiel, c'est que si tu veux envoyer un montant supérieur à 10 000 euros, enfin même à mon avis, je ne connais pas la limite, mais moi j'ai envoyé un gros montant d'argent là-dessus. Donc bref, les banquiers sont très réticents, ça a été très compliqué. Moi j'ai dû signer plusieurs papiers, ça a été très long, etc. Et, ne nous voilons pas la face, ramener l'argent est tout autant compliqué. Voilà, il faut que tu le saches. Les comptes sont domiciliés en fonction de l'exchange que tu vas choisir, parfois dans d'autres pays. Et du coup, ça complique encore plus les choses puisque tu n'es pas sans savoir que dès que tu amènes de l'argent de l'étranger, il y a TracFin, il faut pouvoir justifier des fonds. Donc fais très attention à ce que tu fais. Ne fais pas n'importe quoi. Ce n'est pas le tout d'être millionnaire. Si ton argent est bloqué dans un autre pays et que tu ne peux pas le prendre, comment dire, ça sert à rien, tu vois. Donc voilà, c'est pas magique, il y a plein de choses à savoir. On est dans une vidéo de formation basique. Je t'ai véhiculé tout ce que je sais, je te l'ai précisé tout à l'heure. J'ai pris la formation de François Denis, je ne l'ai pas encore suivi parce que j'ai pas eu le temps, mais je suis sûr qu'il y a encore plein de choses que je vais apprendre et qui vont venir compléter tout ça. Je vais quand même, peut-être, attends, je vais rééclairer le truc parce que j'ai oublié de te montrer les NFT. Ce serait quand même peut-être pas mal que tu vois vite fait les NFT pour que tu puisses te faire une idée de quoi il s'agit et de quoi il ressort.
Donc pour les NFT, il y a différentes plateformes comme tu peux les voir ici. Moi, ce que je vais te montrer avant tout, c'est les Bored Ape. J'ai envie que tu vois ça parce que c'est vraiment, ça symbolise pour moi les NFT. Et en fait, les Bored Ape, c'est le Bored Ape Yacht Club. Bored Ape Yacht Club. Donc là, on est sur le Bored Ape Yacht Club. Et les Bored Ape, donc c'est donc en gros le principe, tu le vois ici, donc c'est un club. Les gens sont dans la porte au fond qui est éclairée, ils sont fermés. Si tu veux faire partie du club, il faut que tu achètes certains Bored Ape que voilà devant nos yeux. Donc chaque Bored Ape a un prix et souvent les prix sont en Ethereum et donc tu les achètes, on va le voir de suite. Donc voilà, ici tu vois, best offer 90 $, ah non 90 000 $, pardon, donc 66 Ethereum. Donc tu vois, c'est en gros le fonctionnement, donc c'est très cher. Il faut comprendre que quand tu as gagné beaucoup d'argent, et je te l'ai expliqué tout à l'heure, quand tu as gagné beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie, passer par le NFT et pouvoir, générer des opérations au travers des NFT, ça peut être extrêmement intéressant pour toi par rapport au régime des plus-values qui s'appliquent. Là, je ne vais pas rentrer dans ce détail, sinon la vidéo serait trop longue, mais je voulais absolument que tu le vois. Voilà, globalement, à ce stade de la vidéo, tu auras vu beaucoup de choses sur comment ça fonctionnait de l'autre côté quand on possède des crypto-monnaies. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, toi et moi, c'est la stratégie à employer pour acheter des crypto-monnaies. Allez, viens, c'est parti. Bon, allez, on va conclure cette vidéo. Enfin, c'est pas la conclusion d'ailleurs, c'est l'avant-dernière partie. Maintenant, je vais te donner ce qui est pour moi la meilleure stratégie pour investir dans les crypto-monnaies. Si tu aimes mes petites formations gratuites, like, partage, abonne-toi, clique sur la cloche, parle de ces vidéos aux gens autour de toi, partage-la à un ami si tu veux qu'il apprenne les crypto-monnaies. Et puis, moi, j'aime bien faire ce travail, donc j'espère que ça te plaît aussi. Bon, bref, on y va. Voilà la stratégie que j'emploierai. Elle est en 2 temps. Première étape, je ferai un investissement stable. Deuxième étape, je ferai un investissement à risque. Ah, je sais déjà que tu as compris ce que j'allais écrire, mais je l'écris quand même. Ici, je ferai quoi? De l'immobilier. Je ferai un investissement immobilier à crédit avec de l'apport. Et je vais t'expliquer pourquoi c'est important en dernière partie. Le crédit, c'est pour combattre l'inflation et générer de l'argent. Ce n'est pas terminé. Je veux que tu saches que ce que je m'apprête à te dire ici, pour trouver ce genre d'affaires, il te faut entre 6 et 9 mois, et parfois même plus. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Les chiffres sont importants. Je chercherai à générer un investissement qui dégage entre 8 et 900 € de marge brute. Je chercherai donc à ce que cet investissement me laisse environ 500 € de marge par mois. Et pour arriver à ce résultat, je n'hésiterai pas, et j'insiste bien là-dessus, dans mon crédit à mettre de l'apport pour arriver à ce résultat. L'apport va se matérialiser par un montant qui sera égal et ou supérieur à 20 000 €. Je te donne déjà des chiffres parce que ça va être important pour la suite et tu vas comprendre. Donc tu vois déjà, de faire ça, ne serait-ce que de faire cette première étape, je te donne un travail énorme. Mais j'en ai conscience, hein, je te rassure, il n'y a pas de problème. Puis après, je passerai à la deuxième étape. Je me dirai du coup que, comme j'ai 500 € par mois, sur une année, j'ai environ plus ou moins 6 000 € à investir dans la crypto-monnaie. Question de départ. Du coup, je ne ferai pas un truc basique en mode DCA. Alors le DCA, c'est une technique qui dit qu'en gros, tu achètes tous les mois pour lisser ton coût d'achat sur la durée. Je ne partirai pas sur un truc comme ça. Je m'intéresserai à minimum 2, donc / maximum 5 cryptos. D'accord? Pas plus. Minimum 2 cryptos, maximum 5. Et je m'interdirai de dépasser les 10. D'accord? Interdit d'avoir plus de 10 cryptos dans mon portefeuille. C'est exactement comme ça que je ferai. On m'a posé une question, je réponds. Et à partir de là, j'ai 6 000 € et je me donnerai une durée temporelle. 10 ans. Je me dirais que pendant 10 ans, je me focalise sur cet investissement. Et donc, ça fait que pendant 10 ans, je vais placer 60 000 €. Rappelle-toi maintenant, je t'ai dit que je mettrais de l'apport, plutôt plus de 20 000 €. Pourquoi je mettrais de l'apport et plutôt plus de 20 000 €? Parce que je ferai ce que j'appelle le pendant. Alors en gros, ce que ça dit quoi? C'est une couverture de risque. Si ici, je mets un montant à peu près équivalent à 30 000 €, bon là déjà tu me vois venir, j'augmente l'apport. Mais bon, c'est comme ça que je ferai. Je me dirais que si de ce côté-là, je perds la moitié ou la totalité de mon argent, en réalité, je n'aurais pas perdu ces 60 000 €. Je n'aurais perdu que 30 000 €, en partant du principe que je perds déjà que la moitié.
Donc tu remarques la réflexion qu'il y a derrière toute cette logique. Je pars du principe que je peux perdre que la moitié. Si je me couvre ici sur l'autre moitié, en définitive, j'ai perdu de l'argent, mais pas tant que ça si je devais vendre de ce côté et vendre de ce côté. En gros, je te la fais simple, si j'ai mis 30 000 € d'apport ici et que j'ai perdu la moitié de mon investissement ici, j'ai donc 30 000 € d'investissement ici et je suis sûr ici au bas mot de récupérer 30 000 €. Donc tu es d'accord avec moi qu'au final je récupère mes 60 000 € et donc avant même de commencer, j'ai généré par ce montage ce que j'appelle moi une marge d'erreur de 30 000 €. Ce qui me couvre, ce qui me permet ici pendant 10 ans de jouer sur un montant de 60 000 € sur un placement risqué. Bien évidemment, on est sur de la crypto, tu mets ce que tu veux comme placement. Après, ça c'est la question qui m'avait été posée au départ. Chacun réfléchit à sa manière. Moi, c'est comme ça que je ferai. On m'a demandé quelle est pour toi la meilleure façon d'acheter des crypto-monnaies. La voilà. Et c'est pour ça, sans que je t'ai vraiment révélé les montants, mais je te les ai assez bien sous-entendus, que j'ai placé autant d'argent, parce que ça fait des années que je le fais. Donc je sais que j'ai largement les moyens de couvrir des pertes importantes. Donc quand tu es protégé avec des investissements stables, tu peux couvrir des risques, tu peux encaisser des pertes et tu peux y aller, bam, fort, et choisir des placements qui, par contre à l'inverse, c'est ça maintenant qu'il faut que je te vois, parce que j'allais oublier de te le dire, le jeu c'est quand même de viser au moins 1 x 2 sur 10 ans. Donc si tu as mis 60 et qu'à l'arrivée tu te retrouves avec 120, même si tu fais que ça, alors que les cryptos ont des coefficients, et on le sait toi et moi, beaucoup plus importants, bon, ben, tu as compris que là, elle est belle. Tu te fais 120 d'un côté, tu as 30 comment je vais dire, de réserves foncières qui dorment de l'autre côté. Là, déjà, en 10 ans, je t'ai mis à l'aise. Donc, tu y réfléchis. Je pense que c'est la meilleure stratégie. En tout cas, c'est celle que moi, j'emploierai. Et c'est comme ça qu'il faut aborder, d'ailleurs, tous les placements à risque. Tu n'as pas le droit de perdre de l'argent, surtout quand tu n'as pas d'argent. Donc, tu commences par travailler, mec. Après, tu t'amuses. Allez, on conclut. On approche donc de la fin de cette vidéo, de la conclusion. Mais avant, on va déjà commencer par répondre à une question, après que je viens de te montrer cette fameuse stratégie, de pourquoi investir dans la crypto-monnaie. Actuellement, je veux commencer par ça. Ceux qui me connaissent savent que j'avais une société d'investissement financier sur les marchés financiers. D'ailleurs, ça fait un peu répétitif, mais c'est la réalité. Et c'est vrai que depuis un certain temps déjà, je me suis complètement retiré des marchés financiers pour diverses raisons que je ne vais pas expliquer ici. Mais voilà, je pense que les marchés financiers, c'est devenu un peu compliqué ces derniers temps. Donc, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, je réponds un petit peu moi-même à la question. Les marchés financiers ne m'intéressant plus par rapport à ce qu'ils sont devenus, je n'y ai plus d'argent dedans. Et malheureusement, on ne va pas se mentir, les marchés financiers, c'était un lieu de spéculation. Et si tu ne spécules plus, tu gagnes moins d'argent. On ne va pas se mentir. L'immobilier, c'est un peu pareil. Avec la crise du Covid et tout ce qui est en train de se passer juridiquement, il y a toujours des opérations de marchand de biens à faire qui s'apparentent aussi à de la spéculation. Mais en tout cas, les opérations sur lesquelles nous on s'est engagé récemment, enfin bref, ce sur quoi on était, ne nous a pas emballé pour de dire qu'on allait spéculer dans l'immobilier. Donc je ne vais pas te mentir, c'est pareil, en ce moment je ne spécule plus sur de l'immobilier. Donc plus de marché financier, plus d'immobilier spéculatif, il reste un petit peu que la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, pour moi, aujourd'hui, c'est de la spéculation. Mais attention, c'est là que tu vas voir le paradoxe dans la manière dont j'aborde ce domaine-là. Je reste quand même conscient que c'est comme si j'achetais un appartement que je devais garder au moins 5-6 ans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face de la bonne spéculation sans prendre trop de risques. Ça reste quand même sur du moyen terme. Le très court terme, les personnes qui spéculent tous les jours ou sur des périodes extrêmement courtes, c'est aussi un métier que moi je ne peux pas faire en fait. Puisque là encore, j'ai d'autres activités. Internet, qui n'est pas ma principale, mais Internet, l'immobilier locatif, l'immobilier maintenant avec l'agence. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je essaye de t'expliquer, c'est qu'en fonction de tes activités, si tu veux te mettre à spéculer journalièrement, ça devient une activité journalière comme son nom l'indique, et donc c'est un métier. Soit tu fais ça, soit tu fais autre chose. À toi de choisir ton activité principale. Maintenant, je te le dis pour moi, pourquoi investir dans les crypto-monnaies? Parce que tu dois spéculer. Quand tu gagnes de l'argent, peu importe comment tu gagnes de l'argent, la spéculation doit rentrer dans ton équation. Tu te débrouilles après, tu choisis. Ici, je te parle de crypto-monnaie, je me suis mis à faire de la crypto-monnaie, tu n'es pas obligé de faire de même, ça peut être de la crypto, ça peut être de la bourse, ça peut être du marchand de biens. Il se trouve que dans mon cas, l'immobilier c'est 95% de mon patrimoine, peut-être même plus en pourcentage.
ce que j'ai mis en crypto-monnaie, ça doit représenter une fraction infime du patrimoine. C'était presque normal que je le fasse. Et à un moment donné, je ne peux pas être que immobilier. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un retournement de marché, ben, je perds tout. Donc ça, voilà, je voulais le préciser. Pourquoi investir dans les crypto-monnaies? Ça me semblait normal, après t'avoir montré une stratégie, de répondre aussi à cette question. Bien parce que tout simplement, pour moi, peu importe tes activités, tu dois toujours spéculer. Ça fait partie, à mon avis, du package de la personne qui s'occupe de son argent, qui s'intéresse à ses finances. Et ensuite, parce que bien évidemment, l'argent est là. Toutes les personnes qui cherchent l'argent rapide ne te voilent pas la face. L'argent rapide est dans la spéculation. OK? Donc voilà, ça c'est dit, j'ai répondu à la question. Maintenant, on va passer à une avant-dernière partie avant la conclusion qui est très simple. Ça va être un petit peu le fourre-tout de tout ce que je n'ai pas pu te dire dans cette vidéo. Donc concentre-toi bien, on va faire étape par étape et je vais essayer de te balayer l'ensemble de tout ce que je ne t'ai pas dit mais qui mérite encore des recherches pour que vraiment tu aies une formation complète sur les crypto-monnaies. Donc on commence par, d'ailleurs j'ai pris mon téléphone dans ma poche parce que bon, voilà, il fallait que je le prenne pour ce passage. On commence par un élément qui est pour moi essentiel, qui n'a pas été précisé mais qui va de soi. Mais bon, je vais quand même te le préciser. Donc ici, je peux me connecter avec mon téléphone. Donc là, je suis en train de me connecter à mon compte Kraken, comme tu l'as vu tout à l'heure. Et donc ici, tu as ton compte Kraken avec tous les assets que tu peux acheter. Et en fait, la crypto-monnaie, c'est comme le Forex, si je devais le comparer finalement à un autre actif qui est actuellement sur le marché. Le Forex, c'est quoi? C'est la cotation des monnaies, donc de l'argent fiduciaire du monde. Et la particularité, je ne l'ai absolument pas dit dans la formation, c'est qu'en fait, ça marche 24 heures sur 24. La nuit, le Bitcoin, ça tourne. Parce que pendant que tu te couches, il y en a qui se réveillent et qui traitent dessus. Donc, il se passe des choses le jour, la nuit, etc., etc., etc. Voilà. C'est quelque chose qui vit en permanence. Il n'y a pas de, comme la bourse, d'horaire d'ouverture, d'horaire de fermeture. Pas comme l'immobilier aussi, où malheureusement, en immobilier, il y a une certaine lenteur administrative et tout ce qui va autour avec. Là, ça fonctionne en permanence. Donc, c'est, je pense, à la fois un avantage et un inconvénient. Ça te donne aussi une caractéristique de ce marché qui est pour moi relativement importante. Mais du coup, ça implique, je vais poser mon téléphone, sinon je ne vais pas arrêter de jouer avec, que déjà, ça reste une nouvelle technologie, ça je l'ai dit, mais ce que je ne t'ai pas précisé, c'est que comme toutes les nouvelles technologies, cela apporte son lot d'opportunités. Comme c'est quelque chose de très récent, je pense qu'il y a énormément d'opportunités d'investissement et entrepreneurial. Voilà, dans les deux domaines, il y a énormément d'opportunités, ne serait-ce que ce que j'ai évoqué dans la vidéo au niveau de la réglementation. Aujourd'hui, comme on est sur quelque chose de nouveau, je pense qu'il ne faut pas y adapter. En tout cas, il ne faut pas imposer le système qu'on connaît de régulation actuelle. Je pense qu'il faudrait amener aussi un nouveau système de régulation adapté à ce nouveau marché. Et pour moi, rien que ça, déjà, c'est en soi une opportunité entrepreneuriale. Alors peut-être que dans quelques années, ce que je viens de dire n'aura plus de valeur, mais aujourd'hui, pour moi, j'y vois une opportunité. Quelqu'un qui aurait une idée d'une manière originale de réguler ce marché, ça pourrait être une idée qui pourrait se déployer facilement au niveau du monde. Enfin, bon, ça et d'autres choses, il y a plein, comme c'est quelque chose de nouveau, il y a plein d'opportunités. Et aussi, et ça je ne te l'ai pas dit, il y a aussi plein, comment je dirais, de bugs, de piratage, d'activités illicites, d'arnaques, voire de choses très douteuses, parce qu'on est sur un marché très peu réglementé. Et je ne t'ai pas parlé dans cette vidéo des shitcoins et des altcoins. Donc je vais le faire en ordre, parce que voilà, je veux qu'on en parle quand même. On va commencer par les altcoins. Les altcoins, ce sont des monnaies numériques qui sont amarrées, raccrochées à des produits financiers ou des monnaies classiques. Donc, par exemple, tu vas avoir un altcoin qui va être amarré au dollar. Et donc, on va avoir un dollar, un coin qui est régulé en fonction du dollar. Idem pour l'euro, enfin non, quoique l'euro je crois que c'est un peu particulier, c'est les Américains qui le font, enfin bref je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas au courant de toutes les actualités crypto comme je te l'ai dit au début de la vidéo, je ne suis pas un professionnel du domaine, mais tu vas en avoir certaines qui vont être adossées à certains produits financiers. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un gros, un gros problème sur le Luna, voilà, enfin il y a tout un tas de choses autour des altcoins, tu fais tes propres recherches, ce sont pour moi des dérivés de l'original et comme je te l'ai dit dans la vidéo, tout ce qui est dérivé, tout ce qui est modifié pour moi, en tout cas, ce sont des projets sur lesquels je ne me hasarde pas. Moi, je suis quelqu'un de très basique, très simple. Maintenant, les shitcoins. Alors, les shitcoins, c'est quoi? C'est tout simplement des projets qui sont adossés à rien. Voilà, il n'y a rien derrière.
c'est connu, reconnu. Il y a des personnes qui deviennent extrêmement riches sur des shitcoins et qui ne peuvent pas récupérer leur argent. Je pense notamment à ce qui s'est passé sur le Shiba, où on a quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent sur le Shiba, mais que comme il ne peut pas vendre son token comme il veut, de toute façon, il a de l'argent théorique et pas de l'argent réel, puisque il faudrait pour ça qu'il y ait plus de personnes qui achètent son coin. Après, attention, c'est sujet à évolution et le Shiba peut très bien évoluer. On ne sait pas ce que va devenir cette crypto-monnaie, même si j'ai tendance à la ranger dans la catégorie des shitcoins et que peut-être certains vont s'énerver parce qu'aujourd'hui apparemment c'est mieux que ce que c'était au début. Enfin bref, voilà, faites très attention, il y a vraiment, c'est un énorme marché, il y a à boire et à manger, il y a des tokens qui sortent et qui sont fermés aussi vite qu'ils sont sortis, il y a des histoires sordides de personnes qui ont levé de l'argent et qui sont parties avec la caisse sans que le projet n'ait jamais existé. Enfin bref, voilà. Comme j'espère que je l'ai assez bien fait ressortir dans la vidéo, il y a son lot d'opportunités et son lot d'arnaques et l'un n'allant pas sans l'autre sur un nouveau marché comme celui-ci. D'ailleurs, je dois t'en parler aussi et je te mettrai un lien juste en dessous pour le Bitcoin. Il y a un élément que je n'ai absolument pas évoqué dans la vidéo qui est d'une importance capitale, mais je préfère te le dire à la fin. Il y a normalement avec chacun des projets des livres blancs. Un livre blanc, c'est quoi? C'est une explication complète et technique du mode de fonctionnement de la crypto-monnaie en question et du projet aussi qui est attaché à la crypto-monnaie, etc., etc. Donc le livre blanc, je te le mets en bas, je t'ai mis celui du Bitcoin exclusivement parce que j'ai pas envie d'en mettre un autre, on va pas se perdre dans des trucs compliqués. Là, tu vas avoir l'explication technique et précise du mode de fonctionnement du Bitcoin, beaucoup plus précise que celle que j'ai fait dans la vidéo, j'en ai conscience, mais mon but encore une fois, c'est de faire de quelque chose d'extrêmement simple pour permettre la compréhension à tous. Maintenant, on va passer à un autre point qui est aussi important que je n'ai pas évoqué, je vais devoir utiliser mon téléphone. Alors déjà, la décentralisation, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, de la finance, ça implique quoi? Ça implique la baisse des coûts, mais ça implique aussi que aujourd'hui, tu as des pays qui sont sous le joug du dollar et eux aussi qui ont des problèmes avec leur monnaie, qui ont décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie officielle. Alors, les pays qui ont décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie officielle, tu as le Salvador et le Centrafrique, et puis tu as des pays qui utilisent le Bitcoin comme le Vietnam, le Niger, les Philippines, tu feras des recherches. Donc voilà. Ce qui va être intéressant rapidement, donc c'est pour ça que j'ai besoin de mon téléphone, je vais te faire un petit point sur un article de l'utilisation au quotidien des Salvadoriens avec le Bitcoin et après un an d'utilisation, parce que là on est en 2022, donc ils ont adopté le Bitcoin en 2021. Donc on commence à avoir un peu de recul sur réellement l'impact que ça a pu avoir. Et il faut savoir aussi autre chose que je ne vais pas te lire, mais qui est quand même important, c'est qu'en fait on est à la limite par rapport au Salvador d'une arnaque financière. Enfin oui et non, on pourra en discuter des heures, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il faut savoir que le président du Salvador a acheté avec l'argent public des bitcoins, du coup pour rentrer et pour transformer son économie en bitcoin. Sauf que si la valeur du Bitcoin descend en dessous des 19 000 dollars, pour l'économie du Salvador, ça peut avoir des effets catastrophiques. Et ça, en fait, c'est très problématique parce qu'on se retrouve dans une situation, d'abord, qui n'est jamais arrivée auparavant, et ensuite, on se retrouve aussi avec des États qui carrément adoptent le Bitcoin pour s'en sortir. Je te cite comme contre-exemple le Venezuela, qui, avec une hyperinflation et une monnaie qui ne valait plus rien, se retrouvait avec des acteurs économiques qui gagnaient encore de l'argent à se faire payer en dollars sur le sol du Venezuela parce que l'argent du Venezuela n'avait plus aucune valeur. Donc là, ici, tous les pays qui essayent finalement de sortir déjà du joug du dollar et qui essayent de dynamiser leur économie vont vers des systèmes antagonistes au système actuel majoritaire qui est finalement banque centrale et impression monétaire à gogo. Ok ? Il n'y a pas de jugement là-dessus. Moi, je trouve que c'est important que tu le saches parce que tout ça, ça doit te faire réfléchir sur est-ce que oui ou non j'investis dans le Bitcoin et que vaut le Bitcoin. Donc moi, ce que je voulais te dire surtout, c'est de te dire 2-3 trucs sur le Salvador, mais tu pourras le faire toi-même. L'objectif principal du Salvador via cette décision était de favoriser le transfert d'argent des quelques 3 millions d'émigrés principalement aux États-Unis vers leurs proches restés au pays, blablabla. Bon là, il te cite un peu tous les trucs, machin. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que un an après le résultat, on est loin de ce qui était escompté. Moins de 2% des envois d'argent des émigrés sont passés par la crypto-monnaie. C'était quand même une des raisons principales. D'accord ? Pendant un moment, j'ai utilisé Bitcoin, mais au train où vont les choses, je n'ai plus confiance. Témoigne Carmen Mirija, une étudiante de 22 ans revenue exclusivement au dollar. Voilà, parce qu'il y a un problème de manque de confiance aussi dans la monnaie. Donc tout ça, c'est lié. Voilà. Ensuite, on peut voir ici qu'il n'y a pas eu autant de téléchargements de portefeuilles de crypto que ce qui était prévu initialement.
La chute vertigineuse du Bitcoin de ces derniers mois, elle a entraîné aussi son lot de conséquences auprès de la population. Et finalement, au quotidien, en fait, les Salvadoriens n'utilisent pas le Bitcoin. En fait, ils continuent d'utiliser le dollar, que ce soit au niveau des commerces, au niveau des transactions entre eux, et même au niveau des transactions internationales, raison pour laquelle au départ le président avait voulu basculer sur cette monnaie. Donc oui, pour l'instant, en tout cas, donc là c'est un article qui date d'il y a quelques temps déjà, on peut parler d'un échec pour la conversion, mais moi je trouve intéressant que tu notes que des États aujourd'hui se soient intéressés au Bitcoin. Je voudrais finir maintenant cette espèce de grand fourre-tout avec aussi un élément que je n'ai pas assez développé. Donc je t'ai expliqué que le Bitcoin était limité, mais aujourd'hui, on a des crypto-monnaies comme l'Ethereum qui rentrent dans ce qu'on appelle the merge. Et le merge, en fait, c'est le fait de brûler des Ethereum. C'est l'inverse de ce qui se produit dans nos systèmes économiques actuels. Comme je te l'ai montré tout à l'heure au tableau, nous, on imprime des billets, on les duplique et on les met en circulation. Et dans les crypto-monnaies, aujourd'hui, on a une tendance déflationniste, donc à l'inverse, c'est-à-dire que on va chercher plutôt à détruire les coins et à réduire son volume sur le marché pour revaloriser ceux qui sont déjà en circulation. Donc vraiment, ce sont des philosophies complètement opposées, je pense que tu l'as compris. Et pour moi, ça fait que du coup, les crypto-monnaies sont des opportunités en soi parce qu'elles te permettent de contrebalancer un peu à la fois tes investissements, à la fois tes placements et aussi, elles te permettent aussi de revaloriser un petit peu ton argent parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de support financier comme cela en fait. Je pense, et c'est mon opinion, et on arrive sur la conclusion, que les crypto-monnaies, elles comblent un vide qui n'avait jamais été rempli jusqu'à maintenant par aucune monnaie depuis qu'on a supprimé les talons or. Et n'en déplaise à beaucoup de nos dirigeants, les talons or, ça fonctionnait. C'est pas pour rien qu'on avait des figures comme Napoléon qui refusaient de ne pas avoir les talons or sur leur monnaie. Je pense que nous, peuple, on devrait réfléchir à ça aujourd'hui, encore plus. On conclut. Et je vais finir en te disant ceci. Premièrement, ta position vis-à-vis des crypto-monnaies dépend essentiellement de ta situation. Et je vais t'expliquer, c'est très simple. Soit tu as de l'argent, soit tu n'en as pas. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le droit d'en perdre. Donc la stratégie que je t'ai proposée dans cette formation gratuite, pour moi, tu dois la retenir. Si tu as de l'argent, ou si même tu n'as pas d'argent mais que tu as un profil de personne qui est prête à prendre des risques et ou à s'engager à corps perdu dans une cause, écoute bien maintenant ce que je vais te dire. Je sais qu'il existe, parmi toutes les personnes qui parlent sur le sujet des crypto-monnaies, certaines personnes qui disent « Moi, si j'étais jeune aujourd'hui, je mettrais tout 100% dans la crypto-monnaie. » Et malgré tout ce que j'ai pu dire dans cette émission, ça va te surprendre, mais il est possible que au vu de la condition de vie que j'ai connue, si je revivais la même situation en étant jeune, que moi-même, je choisisse le 100% crypto-monnaie. Parce que je pense qu'effectivement, et on ne peut pas le nier, les personnes qui sont rentrées très tôt dans les cryptos, elles se sont fait des fortunes. Et comme, entre guillemets, tu n'as rien, tu n'as rien à perdre, quoi. Au final, la stratégie qui dit « je fous tout sur les cryptos, je comprends et je me lance dedans », ça ne peut pas être mauvais. Pourquoi? Parce que d'abord, premièrement, comme je te l'ai répété plein de fois, mais il y a plein d'opportunités entrepreneuriales et d'investissement. Donc, que tu investisses et que tu entreprennes dans ce milieu, pour moi, c'est plus que logique. C'est même réfléchi. Mais surtout, je pense, et c'est là-dessus que je vais conclure, que les cryptos représentent la même opportunité que celle que nos parents ont connue dans les années 60 à 80. C'est-à-dire que dans les années 60 à 80, si nos parents avaient acheté de la bourse, ou ils ont d'ailleurs, parce que nos parents, ils ont encore, si nos parents ont à ce jour de la bourse et de l'immobilier acheté dans ces années-là, mais tu le sais comme moi, ils se sont fait la banque, façon de parler, ils sont blindés. Ils avaient une opportunité en termes de prix d'achat à l'époque que notre génération n'a pas eu. Moi, encore, je ne vais pas me plaindre, j'ai acheté des biens au début des années 2000, j'ai acheté des biens, j'ai commencé à acheter entre 2003 et 2010 et je considère qu'entre 2003 et 2006, j'ai fait d'excellentes affaires. D'ailleurs, j'ai encore 2 biens dans mon patrimoine de cette époque et je peux te dire qu'ils sont rincés, enfin voilà, j'ai fait un coup fabuleux. Et aujourd'hui encore plus, puisque l'immobilier a pris tellement de valeur. Mais les gens qui ont acheté dans les années 90, dans les années 80, dans les années 70 et 60, je parle d'immobilier parce que moi c'est ce que je connais, mais la bourse c'est pareil.
fais exactement ce que j'ai fait dans cette émission, tu prends Google, tu tapes une action et tu regardes dans les années, à l'époque quand ils ont acheté, s'ils revendent aujourd'hui. Voilà. Et pour moi, on est exactement dans la même configuration. C'est l'opportunité de notre génération. Et je ne dis pas ça pour t'inciter à investir. Je te dis ça pour te faire réfléchir déjà. Parce que j'insiste et je vais le répéter, cette vidéo ne suffit pas pour faire de toi un expert en crypto-monnaie et ce n'est pas avec ce que je t'ai appris là que tu es capable d'investir. Je considère t'avoir juste éveillé avec cette vidéo et je considère t'avoir montré que je l'ai fait et que donc, voilà, tu peux peut-être y réfléchir à le faire. Et c'est tout. Pour moi, cette opportunité, tu dois la considérer et y prendre part ou pas. Mais de la même façon, dans quelques années, il y a des gens qui te diront « Ah oui, mais toi, tu as su saisir les opportunités, et là là là, et là là là, et là là là. » Mais je veux finir là-dessus parce que je pense que tu l'auras compris, cette vidéo elle aura été en toile de fond avec des francs et ce n'était pas anodin, c'était réfléchi. Les gens qui ont acheté en francs, et là je parle vraiment de la France, qui ont acheté en francs des biens immobiliers dans les années 60, 70, 80, début des années 2000. Et moi je le vois, hein. Nous on a une cliente qui a acheté un appartement en francs. Elle l'a revendu plus cher en euros. Enfin, je ne sais pas comment te dire, quoi. Je n'ose même pas te dire le prix qu'elle l'a payé en francs et le prix qu'elle l'a revendu en euros. La culbute, c'est un coefficient qui fait mal à la tête. Réfléchis-y. Je pense sincèrement que c'est une opportunité. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je te l'ai répété dans la vidéo, forme-toi, intéresse-toi. Cette vidéo, c'est juste voilà, pour t'apprendre, pour te donner matière à réfléchir. Mais voilà, pense aux francs. Les gens qui ont acheté de l'immobilier en francs, ils ont fait des affaires fabuleuses. Et toi, aujourd'hui, si tu achètes des crypto-monnaies, je suis certain que dans 10 ou 20 ans, note ça, hein, 10 ou 20 ans, tu ne le regretteras pas. Like, partage, abonne-toi, va sur immobiliercompagnie.com si tu veux des formations comme ça. Il y en a 2 sur l'immobilier, 1 million et 10 millions. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine ou 10 millions d'euros de patrimoine. Sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a des livres. Dans l'onglet formations et des formations. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!